Bonjour à tous. Hello Clément, Salut, comment vas-tu? ça va et toi mon Pierrot? Bah tranquille, tranquille, on est là pour un nouvel épisode du Teardrop. Et on va commenter la trade deadline du TPDL. Je pense que ça va être vachement sympa. J'ai rien préparé du tout à part juste afficher les trades. Donc on va en discuter. Je pense que on va un peu. Le but ça va être de réfléchir un petit peu sur chaque trade. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est gagnant-gagnant? Est-ce que c'est gagnant-perdant? Est-ce que c'est perdant-perdant? Donner un peu notre avis. Voilà, tout simplement discuter quoi. Bah moi je suis chaud, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a eu beaucoup de trades quand même, ça a bien... Le dernier jour a pas été si agité que ça, mais les jours d'avant ça a compensé, hein, clairement, c'était un grand délire, c'était trop bien. Moi j'ai kiffé, franchement. Ouais, franchement c'était sympa. Le dernier mois, on va voir, on va repartir du premier trade qui date à peu près il y a un mois, qui a un peu lancé les hostilités. Et puis après, on va voir un petit peu chronologiquement tous les trades qu'il y a eu depuis. Euh, mais il y a eu du mouvement, il y a eu du mouvement. Et puis avant de commencer, merci Clément, ça fait super plaisir, tu te rends de dispo pour discuter. Ça permet toujours d'animer un petit peu la fantaisie, donc ça fait plaisir, merci à toi. Merci à toi pour l'invite, hein, frérot. Bon, on commence. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le premier trade. Alors, trade qui a eu lieu le 20 janvier, dont je suis l'instigateur avec les grenouilles infernales. Donc, Bradley Bill, qui est récupéré avec Jeremy Sohan contre Mark Williams. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce trade? Alors Bradley Beal, si je me trompe pas, c'est un retour chez toi, tu l'avais eu à un moment où je te l'avais échangé Exactement, contre ouais. te dire contre qui, je ne sais plus, mais c'est l'enfant prodige qui fait son retour chez les shérifs avec son beau contrat. Et franchement, beau trade. Après, Mark Williams, c'est vrai il a un potentiel intéressant, surtout qu'à Charlotte, il y a plus grand monde. C'est le seul à pouvoir prendre des rebonds, j'ai l'impression. Donc, tu te sépares d'un jeune prometteur et tu récupères un gars en difficulté avec Sohan et un gars confirmé avec Bill, mais c'est un move clairement sur du court terme pour te renforcer pour les playoffs, quoi. Donc c'est un beau trade. Je pense que c'est win-win hein, pour moi. Ok. Euh, Vu que bah, les grenouilles, enfin je remets dans le contexte, vu que les grenouilles, il est dans une année de transition, de reconstruction, c'est bien pour lui de récupérer un jeune prometteur. c'est ça, je pense que ça s'inscrit un peu plus dans la timeline. Je pense qu'aujourd'hui, comment dire, si les joueurs sont en bonne santé, Mark Williams c'est le plus haut potentiel des trois et c'est aussi le plus jeune, même si Sohan, bah, ils sont à peu près le même âge, mais Sohan je trouve que c'est quand même pas le même potentiel. Mark Williams, c'était un mec qui était top 50 cette année, alors que c'est la première année qu'il joue vraiment. L'an passé, il avait beaucoup pris de notre play la première partie de la saison. Il avait fait une belle deuxième partie de saison. Pour moi, c'est un crève-cœur de le laisser partir, mais bon, il fallait. Je sentais que j'étais un peu en retard quand même par rapport à mes concurrents pour jouer le titre cette année. Donc j'ai décidé de déclencher le trade. Moi aussi j'ai pensé à ce trade pour les grenouilles parce que comme tu dis, Bradley Beal il va pas du tout dans la timeline des grenouilles et en plus de ça il est quand même assez cher, donc je suis pas sûr qu'il avait une grosse cote sur le marché. Il est cher et puis il n'était pas vraiment non plus brillant. Il était pas. Bah, il a presque pas joué de la saison parce qu'il a été blessé. Et c'est vrai que Ouais. c'est un gros pari. Et là, comme on peut le voir, en fait, là, il est de nouveau blessé, Bradley Beal. Donc, moi, c'est vrai que je pense que c'est vraiment un pari. Après, sur cette année, bah, c'est pas vraiment un pari parce que Mark Williams ne jouait pas. Mais c'est vrai que je peux très bien me retrouver avec un joueur Bradley Beal qui joue pas et je donne un de mes plus beaux potentiels pour peut-être un joueur qui se blesse régulièrement. Mais après, en Euh, même temps, pour toi, c'était aussi. Tu partais avec en potentiel, t'as déjà Holmgren, t'as Wemby, t'as Şengün. T'as déjà une très bonne base de jeunes. C'était peut-être le moment pour toi aussi de prendre des gars confirmés, quoi. C'est ça. Et puis au final, on parle quand même aussi de Bill qui peut se blesser. Mais c'est vrai que, mine de rien, Mark Williams, c'est sa deuxième année. Mais il a été blessé très longtemps cette année. Il y a
il y a aussi, je pense, pour lui une incertitude à ce niveau-là. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va savoir rester en bonne santé? On sait jamais vraiment trop quoi. C'est vrai que on voit l'an passé Stetton Green qui joue pas du tout de la saison et cette année il joue quasiment tous les matchs. Ça peut vraiment aller du tout au tout. Je pense qu'à cet âge-là, il y a quand même peu de chances que. Il y a peu de Tu vois chances. un gars comme Embiid, son début de carrière, pareil, hein, il joue pas pendant 2-3 saisons, je crois, donc Mm, 2 saisons, si j'ai pas de bêtises. mm, c'est ça. Donc voilà, on verra. Mais moi je suis persuadé que c'est un bon trade pour les deux. Donc on le note en win-win du coup. Voilà, je sais, voilà, après, les notations, il y a pas de nomenclature, il n'y a pas de cadre, on peut noter comme on veut. Alors Euh, on verra du coup. ah, donc on note en J'ai découvert applaudissement. un nouveau joujou les gars. Voilà. Alors, attends, j'ai peur d'avoir perdu. Ok, parfait. On passe au suivant. Donc Allez. il y a 20 trades sur lesquels on va échanger. Donc si on veut pas non plus que ça dure trop, va falloir être assez efficace. Trade suivant. Donc on voit que ça a vraiment lancé les hostilités parce que le 20 janvier, premier trade, le lendemain un nouveau trade. Donc les C'était les dominos. c'était vraiment les dominos. Donc Jacob Poeltel qui part des bûcherons vers les Mamba et Chris Middleton qui fait le chemin inverse. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bah alors, bon trade pour Barbouze, hein, parce que Middleton coûte quand même cher. Il a pas joué beaucoup cette année. Il est assez vieillissant, donc Barbouze il joue rien cette année, donc il peut être content de s'en débarrasser. Et puis Poutel, c'est un bon renfort quand même, je trouve, à son poste. C'est du sérieux, donc plutôt, je trouve que c'est plutôt à l'avantage des Mamba, parce qu'en plus, Middleton est de nouveau blessé. Donc ouais, plutôt Mamba. Moi je te rejoins. Je pense que c'est en effet. Je préfère le côté Mamba que le côté bûcheron. Je pense que les bûcherons c'est un gros risque pour au final assez peu de comment dire de plus-value si jamais ça se passe comme il faut. Parce que Chris Middleton c'est un joueur qui est bon mais qui est quand même très souvent blessé. Donc c'est-à-dire que la valeur elle peut même carrément être négative sur ce trade pour lui. En plus de ça, il est très cher quand même. Je crois qu'il est à 35 millions la saison. Donc ça te bouffe ton cap par rapport à Jacob Poeltel qui, c'est vrai qu'il a quand même un cap, comment dire, un plafond qui est moins haut que Middleton. Par contre, il est moins souvent blessé et aussi il coûte moins cher. Il me semble qu'il a 15 ou 16 millions. Donc je pense, Faire Poutel. Le voilà, truc aussi, les pivots dans cette fantasy, enfin, dans la dynastie, je trouve qu'ils sont tellement importants que la contrepartie aurait pu être plus intéressante. c'est ça. Donc on verra. Peut-être que Chris Middleton sera de retour pour les playoffs de la Fantasy, qui va nous faire un beau run et qui donnera raison aux bûcherons. Hein, on ne sait pas, l'avenir verra. mais, mais voilà. Et puis c'est vrai que les bûcherons, je trouve qu'ils, voilà, c'est une stratégie, mais ils commencent à se mettre un peu à poil quand même. Ouais. Il y a des joueurs qui sont très vieillissants et qui apportent pas non plus des grosses garanties. Donc L'équipe la plus vieille de la ligue, hein. Tu regardes les moyennes d'âge, il y a du Al Horford, il y a du LeBron, il y a c'est du. ça. Donc il a une fenêtre de tir, il essaie de mettre en œuvre ce qu'il faut pour gagner pendant cette fenêtre de tir. Pourquoi pas, on verra. Mais je pense que voilà, s'il gagne pas cette année ou l'an prochain, ça va sûrement partir sur des années de tanking après ça. Je suis d'accord avec toi. Surtout, alors ça j'ai pas ça en tête, je sais pas si tu peux regarder sur Fantrax, je vais regarder sur mon téléphone, mais surtout que je crois qu'en plus les bûcherons, ils donnent des tours de draft. Les bûcherons, en fait, cette année, il lui reste que son deuxième. L'an prochain, il a que le deuxième des Mamba. Donc, je vais regarder l'historique des trades. Les bûcherons. Je crois que c'est pas dans ce trade-là qu'il lâche. Ok, à partir de 2026, voilà, il a pas de premier tour de draft en 2024, pas de premier tour de draft en 2025.
Moi, entre nous les bûcherons, je sais pas si j'accepterai de nouveau des trades où tu donneras des tours de draft, parce que bah, si jamais, je trouve que c'est un petit peu un risque aussi pour la fantasy, parce que si tu as une équipe qui au final ne peut pas faire mieux que du tanking et que tu plus de tours de draft, si tu perds la motivation et que tu joues plus, après cette équipe-là elle sera impossible à refiler à quelqu'un qui arriverait dans la ligue. Donc voilà, moi je pense que le all-in, c'est pas mal, mais faut jusqu'à une certaine limite, quoi. Mm. Donc voilà. Mais bonne chance, hein, les bûcherons. J'espère vraiment que tu vas faire un beau run sur les playoffs. T'as une sacrée On va en équipe. reparler encore après, je pense, des bûcherons. Il était Ouais. encore impliqué dans d'autres trades, si je dis pas de bêtises. Ah, Allez, trade suivant. Donc trade suivant. Donc là, c'est un gros trade entre les lions de mer. Donc toi, KLM et les singes savants. Donc on a senti les singes savants qui ont pris un petit coup de stress quand même avec ce trade de Bill. On l'a senti et dans le chat du Discord et dans les échanges qui ont été faits juste après. C'est vrai que les singes savants c'était déjà un des gros favoris, voilà, qui était premier de la ligue, avec en plus énormément de place sous le cap. Et donc il a pu, je pense, ça a vraiment été le plus gros animateur de cette trade deadline. Euh, donc les singes savants qui récupèrent Caruso et DeAndre Ayton et qui donnent au lion de mer Robert Williams, le deuxième tour de draft de 2026 et Herbert Jones. Alors qu'est-ce que tu en Herbert penses? Jones, c'est un lion de mer, les gars. J'y suis arrivé finalement. C'était écrit. C'était une prophétie qui s'est réalisée. Alors qui est-ce qui a été à l'initiative du trade? Alors, Joe, ça fait un moment que je le taffe pour Herbert Jones. Mais au début, c'était un peu pour une petite taquinade en mode oh, ça te dirait pas machin contre Herbert Jones, tout ça. Et je sais que Joe aime bien Caruso, c'est son chouchou. Et il a déjà été champion avec Ayton et Caruso, donc est-ce qu'il est superstitieux? C'est peut-être ça qui a fait pencher. Il me semble que c'est moi qui suis allé le voir en lui disant bon, est-ce qu'Herbert Jones est transférable? Je suis prêt à lâcher Ayton. Et après, on a bricolé autour de ça, quoi, en sachant que bah, moi, Ayton, je peux plus me voir en peinture, cette grosse saucisse là. Vraiment, je pense que c'est un des joueurs les plus mous que j'ai jamais vu. Vraiment, il se bat pas, enfin, voilà, il peut apporter au rebond, un peu au scoring, mais c'est même pas une garantie. Mhm. Caruso, par contre, c'est intéressant, c'est que c'est un meneur qui met des contres et, enfin, sur les stats défensives, il est très intéressant, Caruso. Sur les styles et les blocs. Et donc, je pense que enfin, lui, ça lui va. Je pense que ça a dû être un crève-cœur de lâcher Herbert Jones parce que vraiment, c'est notre chouchou, tu vois. C'est l'année où il est champion, c'est moi qui lui dis, vas-y, prends-le, c'est vraiment un crack. Et Jones, c'est un joueur prometteur. Moi, j'ai peut-être tendance à le voir trop fort, hein. Mais je suis content, je récupère un joueur que je kiffe dans mon équipe. Voilà. Et Robert Williams, on sait jamais. S'il revient en bonne santé un jour, Inch'Allah, ça peut être pas mal. Ok. Moi je pense que t'as donné beaucoup quand même. Pour moi, en fait, Robert Williams, là, il en est à un point où j'ai l'impression que sa carrière, elle devient limite, comment dire, sur un C'est un coin pari. flip. Voilà, c'est vraiment un pari. J'ai l'impression que quand il reviendra de blessure, s'il se blesse, ça peut être après une fin de carrière, quoi. Ouais. Des blessures comme ça, voilà, ça laisse des traces. Donc je pense que c'est vraiment un pari. Donc pour moi, je l'estime quand même moins que les 4 autres joueurs. Herbert Jones, c'est un beau potentiel. Il est un peu barré par la concurrence qu'il y a à Nouvelle-Orléans. Et puis c'est un beau potentiel. Donc peut-être que dans quelques années, il pourra être encore plus fort qu'il n'est actuellement. Surtout qu'il stat bien si je dis pas de bêtises, dans les stats défensives. Donc ça, Ouais, c'est quand même vachement intéressant en catégorie. sa valeur en fantasy, elle est là. Après, tu lâches quand même Ayton et Caruso. Ouais, mais Ayton, je suis tellement content qu'il soit plus là. Ouais, Vraiment. voilà, mais c'est quand même un pivot titulaire. Caruso, c'est quand même aussi un beau joueur.
Je pense qu'Ayton, tu le vois peut-être plus fort que ce qu'il ne l'est vraiment. Moi, je pense que Vraiment, ce niveau stats, trade, je dirais qu'il est gagnant-gagnant parce que en fait, toi, ça, tu rajeunis en fait un peu avec un beau potentiel. Euh, mais bon, et après les singes savants, lui, je trouve quand même qu'aujourd'hui sur du win now, il améliore son effectif. Donc je trouve que le trade fait du sens. Et en plus de ça, comme tu dis, c'est ton petit chouchou que tu récupères. C'est vrai que il a une petite dimension chouchou dans ses équipes. Souvent, ça peut aussi faire la différence. C'est vrai que tu joues pas forcément que pour gagner, mais aussi pour te faire plaisir. Donc voilà, moi je trouve que c'est un beau trade. C'est vrai que je crois qu'aussi il me semble que tu baisses ta masse salariale sur ce trade. Ah oui, oui, sur ce move-là, oui, mais après, moi, j'ai du cap en veux-tu en voilà, donc c'était pas Mais par forcément contre, le. voilà, Juju qui commence à utiliser un petit peu de son cap. Donc ça c'est aussi une info intéressante. C'est-à-dire que je crois qu'il avait 80 millions avant ce trade et maintenant voilà il doit rester peut-être 60 ou 50. Donc Je après crois pas 60. on va voir comment il va dépenser le reste. Tu veux rajouter On quelque enchaîne? chose sur ce trade? Bon, moi, c'est bon pour moi, écoute, nickel. Allez, on passe au suivant. Trade numéro 4. Bon, on passe à peu près 5 minutes par trade. Donc 5 fois 20, là on est parti sur une émission d'1 heure et demie. Donc Allez, ça va faire un peu de temps. Donc après je pense qu'il y a des trades qui vont être un peu plus rapides. ouais, bah là, par exemple, celui-là, les Mambas. Encore les Mambas hein, Hmm. qui. Bah, les Mamba et les Mambas, singes savants. vraiment, ça fait les deux, hein, les deux initiateurs. Bah en fait c'est vrai qu'on parle des singes savants qui ont animé la trade deadline, mais lui parce que vraiment tu sens l'urgence de gagner cette année. Mais en fait les Mamba, on a compris qu'il a décidé de tout péter quoi. Et c'est vrai que c'était pas forcément clair avant la trade deadline, mais là en fait il est à fond sur le fait de rajeunir son effectif. Ouais, et puis ils récupèrent des Il pics, des récupère joueurs. des pics. Donc voilà, on voit que le champion de l'an passé démarre un nouveau cycle. Donc là il récupère le pic 2025 des singes savants. Aldama et Kisper qui sont quand même des joueurs qui sont jeunes. Eden Brogdon qui commence à rentrer dans la troisième partie de sa carrière, la fin de sa carrière. Qui est quand même très incertain. Obi Toppin, moi je trouve qu'il est fort. Moi je l'aime bien, Obi Toppin, mais ce qu'il y a, c'est s'il y a quand même qui est arrivé, qui va un peu barrer devant. Du monde devant les rotations à Indiana à l'intérieur, c'est un enfer. Hein. Personnellement, vas-y, qu'est-ce que tu penses de ce trade? Bah écoute, les Saint-Chavon, ça fait sens. Hein. Ils récupèrent des mecs qui peuvent produire tout de suite. Il lâche Kispert. Kispert, bon, c'est un jeune qui peut shooter à 3 points, mais c'est pas une garantie non plus. Il n'était pas à l'abri qu'il fasse un 3 sur 12 sur un match. Et Aldama, pareil, c'est un jeune prometteur. Il a un peu de valeur parce qu'il y a pas mal de blessés cette année à Memphis, plus des pics. Enfin, je pense que c'est win-win, tu vois. C'est cohérent en tout cas. Bah tu vois, moi encore une fois, je dirais que je préfère le côté Mamba. Parce que comme on l'a dit au Pitopin, il se fait un peu barrer la route par Siakam. On sait pas trop comment ça va évoluer, mais d'ailleurs je vais regarder les stats les dernièrement, qu'est-ce qu'il fait comme stat au Pitopin. Et en fait ce qui est aussi fou c'est que les singes savants ils avaient un effectif qui performait super bien déjà. Ouais. Donc je n'ai pas forcément compris pourquoi il a décidé de tout péter comme ça. Pour les Saint-Chavon, il y a un peu de panique, hein, je Mm. pense. Hein. Clairement, ils voient la concurrence se renforcer. Ils se disent pourquoi par moi, ou il faut vraiment que je bouge aussi pour rester dans le C'est move. Quoi. c'est ça, donc dernièrement, Bitopin il joue quand même, on va dire, aux alentours de 15 minutes par match. Ça limite sa prod, quoi. C'est pas non plus un joueur qui a un rendement de fou par minute. Donc je trouve que c'est assez moyen. Brogdon, il est quand même pas mal blessé. Voilà, son avenir, il est vachement incertain. Moi, je trouve que ces deux joueurs, dans une optique de win now, qui sont moyens, je trouve, Brogdon et Obi C'est Toppin. moyen, mais ça apporte plus quand même que Kispert. Il Bah, peut te faire, moi, je faire suis pas win. certain. Parce que tu vois, Ah ouais? Kispert, tu as un contexte à Washington où ça commence à tanker et à plus s'orienter sur les jeunes. T'as Gafford qui est parti, ça libère un peu d'espace et il commence à prendre de plus en plus de place à Washington, surtout qu'on sait en général qu'à la trade deadline, après la trade deadline, il n'y a plus de trade. Et Il fait quand même des trucs pas beaux. Hein. les Il fait des stratégies. trucs. Kispert, je suis désolé, mais 0 sur 7, 1 sur 4, 1 sur 7.
moi je trouve qu'il y a comment dire, il y a comment dire, de l'upside ou de l'upside, je sais pas comment dire, mais il peut aller en s'améliorant. Donc après, on va Ouais. pas dire que c'est non plus un joueur de fou, hein, mais tu vois par rapport à Obitopin, moi par exemple sur la fin d'année, je préfère avoir Kispert dans mon effectif que Topin. Tu vois, si on compare un par un. Et ensuite pour Ouais. Ogdon et Aldama, comme tu dis, moi je préfère peut-être aussi Aldama parce qu'il y a vraiment beaucoup de bah, il y a des choses à faire à Memphis, tellement c'est blessé devant lui cette année. Ça tank, Aldama, je pense qu'il va avoir du temps de jeu, c'est jeune. Donc là, en fait, les Mamba, ils rajeunissent leur effectif. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils perdent beaucoup. Et en plus, ils récupèrent un tour de draft. Après, le tour de draft, c'est le tour de draft des singes savants. C'est pas non plus un tour de draft de fou, hein. Les singes savants, ça sera très probablement, sûrement top 4 l'an prochain. Donc, ce sera sûrement un des pics de la 14e à la 18e place. Donc voilà, je trouve que c'est un trade sympa. Moi, je pense que c'est quand même plus à l'avantage des Mamba que des singes savants. Ok. Trade suivant. Ah, excusez-moi. Donc de Ouais. nouveau les Lions de mer. Après, j'ai pas mal animé aussi, mine de rien, cette trade deadline. Ouais, on a vu que tu t'es fait kiffer. Donc tu récupères 3 premiers tours de draft. Alors ça c'est énorme, hein. Et en plus c'est des tours de draft des loups. C'est une équipe qui est très forte cette année. Mais tu sens que c'est pas l'équipe la plus stable. Et qui pourrait potentiellement dans 2-3 ans devenir moyenne. Je sais pas. Moi dans cette équipe là j'ai l'impression qu'ils sont un peu en sur-régime cette année. Peut-être que je me trompe. Mais je trouve que tu vois, je préfère avoir des pics des loups que des pics des singes savants, personnellement. Bah, après, la différence entre les deux, c'est que les singes, ils ont une flexibilité financière, quoi. Ouais. Là, il y a des contrats bien, bien pourris. Enfin, Et donc, il y a et des donc bien tu, malheureux à 33 millions et tu, du. et donc tu récupères Werther, tu récupères Dion Brooks, et toi tu donnes ton petit chouchou, un de tes petits chouchous, Christian Brown et Tobias Harris. Donc vas-y, je te laisse commenter le trade. Alors, pour Christian Brown, c'est un de mes chouchous, certes. Mais en fait, je t'ai rejoint sur un de tes arguments, Pierrot, des discussions qu'on avait eues. Comme quoi son plafond était limité. Et en fait, je pouvais pas garder deux jeunes espoirs de Denver comme ça. Donc j'ai choisi Piwatt, hein, Peyton Watson. Clairement pour moi, il a déjà plus trouvé son rôle et il a un plus haut plafond que Brown. Je Et te Brown, rejoins. il avait une petite cote quand même, donc c'était le bon moment pour s'en séparer. Voilà, tout simplement. Et Tobias, clairement, je pensais pas arriver à le refourguer à qui que ce soit. Ah bah, Euh, t'aurais pu me le refourguer à moi, hein. J'ai essayé de te bah, choper toute l'année. mais est-ce que. Ouais, mais on n'a pas trouvé de terrain d'entente, je dirais. Là, ça s'est fait assez facilement. Et, euh, et puis voilà, puis les trois premiers tours de draft, bah merci mon petit chef, hein, franchement. C'est encore une fois pareil, hein, ça dépend de la valeur que tu accordes à un tour de draft. Ça reste pas anodin. C'est Et ça. puis bah, Dylan Brooks et Kevin Huerter, je récupère deux bons shooters. Enfin, moi j'étais clairement à la ramasse à 3 points. Et au pire des cas, ça s'échange, hein. Voilà. Alors, c'est vrai que Werther, il fait une saison plutôt moyenne. Dylan Brooks, c'est vrai que je pense aussi que c'est un plafond moyen, on va dire Dylan Brooks. Il est un peu sur perf en début d'année, mais ça reste toujours moyen. On sent que t'as pris des vieux contrats pour aussi l'aider lui, parce que il voulait Tobias Harris. Donc il fallait que, et comme il n'avait pas de cap, il fallait que ça matche financièrement. La contrepartie, c'est qu'au final, moi l'impression que j'ai eue, c'est que Dylan Brooks, t'en avais pas particulièrement envie. Donc tu le fais pour que ça passe avec le cap. Et après, bah du coup, il faut que toi tu récupères des choses dont tu as envie, donc des tours de draft. Donc, C'était ça. donc tu en récupères 3. Et lui, au final, moi, Christian Brown, comme je suis d'accord avec toi, je trouve que bon, c'est même moyen moins. C'est quand même pas la folie, on va dire, en fantasy. Il est peut-être meilleur en vrai qu'en fantasy. Mais par contre, il récupère Tobias Harris, qui quand même, il a pas la cote Tobias Harris, mais moi je trouve que c'est un vrai bon joueur. Ah, Euh, putain, avec la déjà, blessure de Joel Embiid, là. c'est très propre. Là, il y a Joel Embiid qui est blessé. Alors là, je vois un petit drapeau blessure, donc je sais pas ce qu'il a Tobias Harris. Je vais te dire ça. Mais je pense que franchement, il se renforce quand même en fait.
Moi, c'est un trade où il donne beaucoup, mais Bon, par. il est en game time decision. Ok, Il donc a c'est problème rien de grave, quoi. ouais, Et on va problème voir d'or. sur les derniers matchs. Bah ouais, voilà, met quand même du 20 points de moyenne. Il stat un peu dans toutes les catégories. Il est très propre. Donc c'est voilà, il s'améliore pour son effectif jusqu'à la fin d'année. Moi, je trouve que c'est quand même, dans mon avis, je trouve que c'est assez cher payé. Je pense que deux, deux tours de draft, ça aurait été le bon trade en fait. Le même trade avec 2 tours de draft, je pense que vraiment c'était gagnant-gagnant. Et là, en fait, Bah, à la base, je lâchais pas Christian Brown. En fait, à la base, le trade, c'était Tobias contre Huerter, Brooks et 2 premiers tours. mhm, Et en fait, Schaff est revenu me voir en disant, si je rajoute un tour, est-ce que tu me lâches Brown? Voilà. Vous avez. voilà. Est-ce que Brand veut un pick? Ça va être la question du coup. Moi, je pense pas. Bon, Et et donc voilà, c'est vrai que du coup 3 picks, ça peut paraître beaucoup. Après, voilà, les loups, je pense qu'ils sont quand même partis pour jouer les playoffs pendant les 3 prochaines années. Il aura peut-être pas forcément besoin de ces picks. À voir. Je pense que c'est quand même un trade gagnant-gagnant, de mon point de vue. Parce qu'au final, les deux ont ce qu'ils veulent. Schaff, il s'améliore pour cette année. Toi, tu t'améliores pour dans 3 4 ans, on va dire. Un peu plus long terme. Mais je dirais quand même gagnant plus pour toi et gagnant moins pour Schaff. Je préfère ton. Voilà, dans votre situation, je trouve que tu as fait un super trade. je suis d'accord avec toi. Bien parlé. Trade 6. Alors là, encore les Mamba et les Pirates. Alors ça, c'était. Ça fait plaisir de le voir, Effectivement. un peu. Et c'est vrai que moi j'ai été assez surpris parce qu'au final en général la trade deadline c'est un petit peu ceux qui jouent voilà le titre qui vont s'activer pour améliorer leurs chances un peu en mode court-termiste. Et là au final on a deux tankers qui viennent s'inviter à la trade deadline alors qu'ils auraient peut-être pu prendre aussi plus le temps eux en l'intersaison. Il n'y a aucune urgence de leur côté, mais ils ont fait un petit trade sympa. Et les pirates on sent que ben voilà ils veulent accélérer un peu la reconstruction. Ils prennent Kuminga et au Mamba. Et après, les Mamba qui, eux, voilà, sont encore plus dans le rebuild, où ils prennent un tout jeune joueur, Kayson Wallace, qui est super prometteur à OKC. Luke Kennard, ouais, qui est dans le trade. Je pense que Luke Kennard, ça peut s'échanger l'an Voilà, prochain. ouais, c'est ça. C'est un joueur qui est peut-être un peu trop bon pour la free agency, donc ça peut être une monnaie d'échange pour un peu plus tard. Et 3 seconds tours. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve que les Pirates, enfin un très beau move. En plus, il y avait une collection de pics à plus savoir quoi en foutre, donc il arrive à refourguer un peu. C'est un peu ça la difficulté d'ailleurs, quand tu as beaucoup de pics, de savoir à quel moment tu les échanges, à quel moment tu les gardes, ce que tu en fais. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais il arrive à refourguer des pics. Il refourgue Quenard, qui rentrait pas du tout dans sa strat. Après Kayson Wallace, on ne saura que dans quelques années si c'est un bon trade ou pas. Mais par contre, dans l'immédiat, pour moi, c'est les Pirates qui sont gagnants parce que Kuminga, il va faire une grosse fin de saison, quoi. Après, encore une fois, je pense que dans la situation des deux, on s'en fout de la fin de saison, dans l'immédiat. C'est Oui, pour oui, mais moi là, je veux dire, on est vraiment à horizon 2 3 ans. Tu vois, dans le sens où Kuminga, tu sais ce qu'il peut t'apporter, quoi. mais donc ce trade là, si tu le revois dans 3 ans, tu penses que qui est gagnant? Bah, enfin, c'est dur à dire. Pour moi, Kuminga, il peut plus apporter que Wallace. Moi, je suis d'accord. En fait, on peut avoir l'impression que les pirates ils donnent beaucoup sur ce trade, mais au final ils donnent des seconds tours. Donc c'est vrai que c'est quand même pas non plus la même valeur qu'un premier tour. Il donne Kennard qui de toute façon ne rentrait pas dans la timeline des pirates, donc honnêtement c'est comme s'il donne pas grand chose. Et au final la vraie question pour moi c'est Kuminga ou Kayson Wallace. Ouais, c'est ça. C'est C'est clairement ça. parce que c'est deux joueurs qui sont jeunes. Et donc voilà, Kayson Wallace il a 2 ans de moins peut-être, ou en tout cas il est dans le contrat rookie, je sais pas vraiment quel âge il a. Et moi personnellement, j'avais essayé de le choper, mais je pense que Jonathan Kuminga, surtout avec ce qui est en train de se passer à Golden State, où c'est voilà la dynastie qui commence un peu à
a baissé et il faut renouveler ça et il commence à renouveler, notamment depuis la suspension de Draymond Green. Moi je pense que Kuminga ça peut être un super joueur, mais vraiment super joueur, un joueur qui va pouvoir te claquer dans 2-3 ans du 20-25 points par match, ça me choquerait pas du tout. Avec un peu des stats à la Siakam, tu vois. Après c'est pas vraiment le même registre. En termes de production, tu vois. Sa vingtaine de points, ses 5 rebonds, ses 3-4 passes. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est un peu plus mode Zion, tu vois. C'est un peu un Zion du pauvre, d'une certaine manière. Mais qui aura moins de problèmes de santé. Tu vois. Je pense vraiment qu'il peut dominer physiquement. Puis s'il continue à développer un petit shoot comme il est en train de montrer, ça ne peut caler. Ça. Quoi. Alors, je viens de checker pour les âges. Kuminga, il a 21 ans et Kayson, il a 20 ans. Tu vois, donc c'est à peu près pareil. Et voilà. Et puis après, bon, Kayson Wallace, c'est quand même super. C'est un super saison rookie. Bon, après, il est un peu barré par ce qu'il y a devant, mais de toute façon, c'est pas non plus le sujet. Hein. Dans 2-3 ans, on sait pas où il sera. Je pense que ce sera un bon joueur de. Voilà, de NBA. Mais je pense pas qu'il atteindra le plafond de Kuminga. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça sera un bon backup en fait, Kayson Wallace. C'est sûr. Trade set. Ouais. Alors attends, j'ai eu un appel, je vais envoyer un petit message. Un prix. Ok, alors trade set. Les Beluga. Attends, il y a eu un problème là. Pourquoi? Ils n'ont pas quelqu'un dans l'histoire là? Ah bah si, là il y a quelque chose qui manque là. Alors. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc là, juste les Beluga. Alors c'est le trade set. Moi j'avoue que celui-là. Ah mais non, pardon, c'est ça. J'ai pas bien vu, mais non, c'est ça. Les Beluga, les plagistes. Alors le trade set. Donc les plagistes qui récupèrent Buddy Hield. On savait pas qu'on allait mettre les mots de cricket. Donc les plagistes qui récupèrent Buddy Hield. Un second tour de draft, CJ McCollum et Lugensdort. Et les Beluga qui récupèrent Zier Williams, Gary Harris et Donovan Mitchell. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, clairement, je vais pas dire plus que. Je sais pas trop quoi te dire parce que en fait, tu peux pas l'analyser en mode machin à gagner parce que Donovan Mitchell il s'est fait trade dans la foulée donc c'est en fait le trade il faudrait le voir en. Ce qu'il y a, c'est que là on fait un peu dans la chronologie, tu vois. Bah ouais mais bon si on prend à l'instant T pour moi c'est les Beluga qui sont gagnants parce qu'ils récupèrent Donovan Mitchell voilà et qui refilent des contrats de merde. Enfin, désolé hein, les plagistes mais CJ McCollum c'est un contrat de merde. Buddy Hield, je vais pas en dire du mal, c'est un chouchou. Alors Buddy Hield, c'est vrai que depuis qu'il s'est fait trade à Philadelphie, je crois qu'à l'époque il n'était pas encore trade, mais on savait que ça pouvait arriver. Là, Buddy Hield, il fait un super début de on va dire post-transfert à Philadelphie. Il joue super bien et c'est un joueur qui peut vraiment produire. Donc ça rend le trade un peu mieux pour les plagistes. Si j'ai McCollum, ça reste un bon joueur. Lugensdort, en fait, il gagne de la profondeur. Par contre, c'est vrai qu'en général, je pense qu'il vaut mieux avoir un top joueur que de la profondeur. Ouais, et puis Donovan Mitchell, c'est quelque chose, quoi. Voilà, et encore, il est jeune en plus, Donovan Mitchell, je pense qu'il a 28 ans, alors que McCollum, il doit avoir 32, je pense, Buddy Hield, sûrement 30, 31. 31 pour Buddy Hield, 33 pour McCollum, je crois. D'accord, donc tu vois, c'est... Voilà, moi je préfère aussi le côté des Beluga. Après il récupère deux trucs. Voilà, deux merdes qui sont là juste pour faire beau, quoi. Ouais, voilà. Mais tu récupères le meilleur joueur. Je pense que c'est un trade qui s'entend.
Genre, il gagne de la profondeur, mais c'est vrai que tu vois, même en fait, il y a tellement de joueurs pour seulement 8 spots par nuit. Avoir des fois trop de profondeur, c'est pas non plus très, très bien parce que tu as des joueurs sur le côté du banc qui produisent et dont tu perds les stats d'une certaine manière. Donc c'est toujours bien d'avoir de la profondeur, mais dans le cas où tu as un top joueur par rapport à de la profondeur, moi c'est vrai que j'aurais tendance à toujours privilégier le top joueur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc c'est vrai que là pour ce trade là, moi je trouve que les Bilugans ont vraiment fait un beau trade. D'autant que d'un point de vue salaire, il me semble que euh, ils ont liquidé un peu de salaire, les Bilgas qui ont. Parce que Donovan Mitchell il est pas tellement plus cher que rien que CJ McCollum, et au final le Ah, reste, c'est un gros contrat quand même. c'est là, c'est un contrat qui peut mal vieillir, on va dire. Hmm. Trade suivant. Allez, Alors, encore un beau trade. Cette fois, celui-là, cette fois entre les grenouilles et les pirates. Donc là, les pirates, en fait, qui commencent à nous surprendre. Qui vont récupérer un peu plus du win now. Donc tu sens que voilà, cette année là, là, il a mangé son pain mort cette année. à la queue de tous les power rankings, il a envie d'améliorer son effectif et de partir un peu moins sur du court terme. Donc il donne le premier tour de draft des Beluga. Donc c'est pas non plus le tour de draft des pirates, hein. Donc c'est le tour de draft des Beluga, c'est potentiellement pour moi quelqu'un qui ira en plus. Quoi qu'en 2026 on sait pas vraiment. Euh, mais voilà, ça reste quand même aujourd'hui quelqu'un qui est qualifié pour les playoffs. Il récupère Dejounte Murray, donc vraiment c'est un super joueur. Et les grenouilles qui récupèrent Ozar Thompson. Donc un potentiel rookie. Alors qu'est-ce que tu en as pensé Bah, déjà, Clément? très content de voir les pirates encore actifs au niveau des trades. Et c'est vrai que on voyait pas venir en fait. On s'attendait pas à ce qu'ils récupèrent un mec capable de produire tout de suite. Mhm. Après, lâcher Osar Thompson, oui, pourquoi pas. Enfin, d'un côté, il a tellement de rookies que c'est bien aussi d'en lâcher quoi. Et après, Osar Thompson, j'avoue, j'ai pas trop suivi sa saison. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, ça reste un fort potentiel quoi. Alors, euh, moi ce que j'en ai pensé, c'est que Dejounte Murray déjà il est pas si vieux que ça. Il a 27 ans. Donc c'est pas non plus un contrat vieillissant et il a de l'avenir, hein. Il a encore au moins 7-8 ans sous le capot, on va dire. C'est quand même un très bon joueur de fantasy qui est régulièrement dans le top 30 ou dans le top 50. Donc il va vraiment apporter. D'autant que si jamais il change de club pour aller dans une équipe peut-être où c'est un peu moins stack sur les lignes arrière, où il n'y a pas de Trae Young avec notamment, il peut prendre plus d'importance et être plus fort. Ultra complet, il apporte sur les stats défensives, etc. Donc c'est vraiment un super joueur. Donc ça va aussi dans sa stratégie où on sent qu'il a envie d'accélérer le rebuild. Donc j'aime beaucoup, personnellement. Après, voilà, il lâche, et je trouve qu'il lâche pas tant que ça. Il lâche un tour de draft de 2026, et il lâche un top 5 de draft quand même, Ozar Thompson. Mais Ozar Thompson, c'est pareil, c'est un peu comme Westbrook. Pour moi, c'est un Westbrook en plus jeune, sauf que peut-être un peu du pauvre. Je trouve que en son shoot, c'est vraiment un point d'interrogation aujourd'hui. Je crois qu'il shoot à 20% à 3 points. Donc, et aujourd'hui, dans la NBA moderne où tu dois shooter, euh, ben, on l'a vu d'ailleurs, même le GM des Pistons, il a dit qu'il avait coupé Killian Hayes parce qu'il n'avait pas réussi à trouver un shoot. Donc voilà, Ozar Thompson, c'est un point d'interrogation, c'est quand même un beau potentiel, c'est un pick ultra risqué. Donc ça peut finir par être très fort, comme ça peut finir par au final voilà, s'éloigner des radars. Euh, Personnellement, je trouve que c'est un trade qui est gagnant-gagnant. Parce que les pirates récupèrent un joueur qui est quand même meilleur. Mais en même temps, les grenouilles, ils sont pas pressés. On le sent que sa timeline à lui, il vise horizon 3 à 5 ans. Donc il récupère des jeunes. Il en a tellement
et bah sur voilà, on va dire 5 jeunes qu'il a, et bah il va finir par en avoir deux trois qui vont devenir forts. Il va finir par les garder. Après, il a tellement de tours de draft qu'il va Le trade encore avant. avoir des voilà, il va pouvoir faire des trades. Il va pouvoir il va pouvoir récupérer peut-être des potentiels. Donc voilà, moi je trouve que c'est propre, hein. En vrai c'est propre. Un beau trade. Une seule question que je me dis, c'est est-ce que Simon il accélère pas trop vite le rebuild? Tu vois, c'est peut-être un peu la question que je me pose. Après, encore une fois, Murray, il est pas si vieux que ça, donc ça, il y a quand même des perspectives d'avenir. Hmm. Ah, merde, on voit plus les caméras. Ah, c'est cassé. Voilà, Fallait bien que je le sorte à un moment. alors, trade suivant, trade 9. On est presque à la moitié. Ça fait 40 minutes. On est toujours dans notre Ouais. timing. Donc trade 9, les grenouilles infernales, encore et toujours, avec les bûcherons. Donc en tout cas, je tiens aussi à le dire, là on voit ces deux rookies. Alors, on a eu aussi les plagistes tout à l'heure. Les rookies qui animent la fantasy, hein. Ça fait plaisir. Je trouve que voilà, les trois, vous apportez chacun votre chose à la dynastie. Et vous animez le jeu et ça fait toujours plaisir, quoi. Petite parenthèse terminée. Donc les grenouilles infernales qui récupèrent Luke Cornett, Mitchell Robinson et un premier tour de draft en 2025. Des bûcherons. Et les bûcherons qui récupèrent Jalen Smith, Wendell Carter et un deuxième tour de draft en 2025 des Mamba. Pour moi, j'allais dire c'est win-win, mais non, parce que Mitchell Robinson revient. Si Mitchell Robinson était out pour la saison, j'aurais dit win-win. Là, vu qu'il revient, je suis un peu déçu pour les bûcherons. Parce que Mitchell Robinson, c'est très costaud quand même en fantasy. Il peut te faire gagner les contres à lui tout seul. Toi, tu préfères Wendell Carter ou Mitchell Robinson? On parle de fantasy ou on parle de vrai basket? Non, de fantasy. Je préfère Mitchell Robinson. Ok. Tu sais ce que t'as pas, mais tu sais ce que t'as. Wendell Carter, il est moins régulier. Après, c'est un bon joueur, hein. Il peut faire des bonnes sorties, hein, mais il est souvent blessé. En fait, le problème, c'est que les deux sont souvent blessés. Le truc, faudrait un mix des deux. T'aurais un gars qui jouerait à peu près toute l'année, quoi. Mais Robinson est tellement important au contre, au pourcentage au tir, au rebond. Bon, après, technique, t'es lancé franc. Bon. Au contre, il pèse la mort. Et après, Jalen Smith, c'est le micmac d'Indiana. Moi, j'ai Isaiah Jackson. Indiana, ils ont trop de monde à l'intérieur. Ils ont Miles Turner, ils ont Jalen Smith, ils ont Siakam, ils ont Topin, ils ont Isaiah Jackson. Ils ont 5 gars qui peuvent jouer, qui pourraient prétendre à jouer entre 20 et 30 minutes. Donc, Jalen Smith, il y a des soirs où il va jouer 20 minutes et il y a des soirées où il va en jouer 3. Donc, c'est pas ouf. Voilà. Ok. Voilà, je te rejoins un petit peu. Moi, je trouve que sur le moment du trade, c'était win-win. Moi, je trouve que Wendell Carter et Mitchell Robinson, c'est... Voilà, je trouve qu'en fait, en termes de joueurs, ça se vaut. C'est à peu près équilibré. Les grenouilles qui récupèrent en fait un joueur blessé. Je suis d'accord avec toi, avec un potentiel peut-être un petit peu plus haut. Et encore, Mitchell Robinson il est tout le temps blessé, donc je ne mets pas non plus une énorme valeur. Mais il récupère au final, je pense juste qu'il intérêt lui, c'est un premier tour de draft en 2025. C'est vrai que les bûcherons, ils sont très bons cette année, mais pour moi, ça reste une équipe qui l'an prochain peut ne pas être en playoff. Ça me surprendrait pas, je les sens pas non plus ultra solides. Voilà, LeBron, il pèse beaucoup dans son équipe, il a 40 ans, l'an prochain il peut avoir une saison, beaucoup de blessures, ce genre de choses. Et au final, le tour de draft de 2025, ça peut être un premier tour de draft. Et comme les chances sont flat dans la fantasy, imaginons, il finit par récupérer un premier tour de... Voilà, un first pick grâce à ce trade. On verra, mais si ça arrive, en fait il augmente ses chances d'avoir des hauts tours de des hauts pics en 2025. Et en ça, moi je trouve que c'est bien joué. Et encore, il récupère Mitchell Robinson qui est pas moins bon que Wendell Carter. Donc je trouve que pour les grenouilles c'est un super trade. Ouais.
Et en fait, les bûcherons, je comprends aussi son point de vue, où il était un peu dans l'impasse. On voyait Mitchell Robinson qui était blessé soi-disant pour la saison. Donc on l'a dit tout à l'heure, il a une petite fenêtre de tir. Il est obligé de jouer pour le titre. Et du coup, pour moi, c'était un bon trade aussi de sa part. Donc c'était vraiment un trade win-win pour moi. Par contre, comme je disais tout à l'heure, voilà, les bûcherons qui donnent pas mal de tours de draft, on sent l'inspiration du tonton, le Kiwi. Mais moi, je vais quand même faire un peu attention à ça parce que j'ai pas forcément envie que, bah là, que tu hypothèques tout le futur sur les 5 prochaines années, alors que tu auras une équipe sûrement de merde dans 3-4 ans, quoi. Allez, sur ce, on passe au trade 10. Bon, voilà, je te laisse commenter, Clément. Bah, c'était juste une simple vanne. C'était les grenouilles qui a dit qu'il possédait le futur de Vivien sur les 5 prochaines années. Je lui ai fait remarquer qu'il n'avait pas le deuxième pick de l'année 2026 et du coup voilà ce petit trade très sympa. Allez, on enchaîne. Et d'un point de vue purement comptable, tu fais quand même, selon moi, une bonne affaire. Hein, parce que en 2025, je te vois, ou 2026, pardon, je te vois peut-être. Je vois peut-être quand même les Bulgas toujours au-dessus des grenouilles infernales. Donc potentiellement, le pic de draft sera toujours un peu plus haut. Après, on sait jamais. Mais je crois que je l'ai plus par contre. Attends, faut que je regarde, faut que je vérifie. Mais c'est bon, c'est assez anecdotique quand même. Ah non, je l'ai plus. Alors, trade 11. Encore les grenouilles infernales, encore et toujours. Avec les Belugas. Donc, les Belugas qui donnent Gary Harris, Bismack Biyombo et un second tour 2027 contre Paul Reed. Alors, la petite trompette, c'était juste pour Bismack Biyombo parce que j'ai une discussion avec Vivien sur Bismack. Il n'avait pas d'équipe. Il a juré mordicus qu'il retrouverait une équipe, que ce serait un gars d'impact. Voilà. C'est juste un petit tacle gratuit pour Vivien. Sinon, très beau move. Après, là, au final, Vivien, il le move, donne. Le Paul Reed, franchement, c'est pas mal du tout. Et puis les grenouilles, il fait quoi comme taf dans la vie? Est-ce qu'il est commercial? Parce que franchement, c'était pas commercial, mec. Je crois qu'il est chef d'entreprise, il a sa propre boîte. Voilà, c'est bon, on comprend tout maintenant. On comprend. Et ouais, bien joué au niveau de l'amorce, on va dire. C'était bien amené. Et puis au final, il le lâche pour 3 cacahuètes. Enfin, Vivien, je trouve qu'il le lâche pour pas grand-chose non plus, quoi. Donc, voilà, c'est un petit trade. Je pense que c'est un trade qui n'aura pas non plus beaucoup d'impact. Pour moi, Biyombo, bon, il n'a pas beaucoup d'avenir. Gary Harris, c'est pas pareil. Il récupère un contour de draft 2027 qui, au final, aura pas non plus énormément d'impact, je pense. Du coup, bon, les grenouilles infernales, je pense qu'ils récupèrent pas grand chose. Et au final, les Belugas, aujourd'hui, ils ont un joueur qui joue sans l'absence de Embiid et qui peut stater. Donc, moi, je trouve que c'est un trade correct et j'aime beaucoup les Belugas, mine de rien. T'as un certain upside, ou upside, je sais jamais, upside, qui peut être sympa avec Paul Reed. Tu vois, c'est possible en playoff qu'il te lâche un match, un 15 rebonds. Et qui peut te faire gagner une stat. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'aime bien ce qu'ils récupèrent les Belugas. Trade 12. Alors là, encore un trade qui a cassé la fantaisie. La tête aussi. Donc les Belugas qui envoient Donovan Mitchell, Cedi Osman et Ice Smith aux singes savants qui eux donnent. Ah ouais, pardon. Eux, c'était un trade à 3. Donc les singes savants qui donnent au Mamba Zach Lavine et un first pick 2026 et les Belugas qui récupèrent Andrew Wiggins et Jacob Poeltl. Alors là, un des plus gros trades de la trade deadline. Un des plus gros trades peut-être depuis le début de la fantasy. La dynastie, pardon, excusez-moi. Bah clairement, ouais, c'est... Je sais même pas par où commencer. Déjà, ma première réaction, ça a été, et c'est toujours ça, pourquoi est-ce que Vivien lâche Donovan Mitchell? C'est ça que j'ai pas compris en fait dans l'histoire du trade. Après, les singes qui lâchent la vanne. Au final, Donovan Mitchell,
il donne Donovan Mitchell au final pour Andrew Wiggins et Poeltl. Au final, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bah. Après, il avait peut-être des besoins sur des postes particuliers ou j'en sais rien, En fait, mais pour moi, c'est pas forcément un bon move, quoi. moi je suis d'accord. En fait, on va prendre un par un. Mais pour moi, pour Vivien, bah, c'est criminel ce qu'il vient de faire. Merci. C'est juste. On va pas se mentir, c'est juste dégueulasse. Franchement, Non, mais il prend un potentiel top 10 joueur de fantasy, voire même top 5, pour un mec qui a un qui peut te contrat lasser 60 dégueulasse, une saison dégueulasse, pour un joueur qui sous-perf depuis le début de l'année. Et Jacob Poeltl, bah, qui sous-perf, donc Andrew Wiggins, qui est cher, qui est très moyen, mais très très moyen. Et Jacob Poeltl qui est aussi moyen. Je comprends pas. j'ai pas compris non plus. Donc je comprends pas. Et en fait, lui, il dit oui, mais c'est par rapport au trade d'avant. J'avais récupéré Donovan Mitchell pour. Mais en fait, on s'en fout en fait du trade d'avant. C'est pas parce que t'as gagné le trade d'avant que tu te dois de perdre celui après. Bah là, il a bien perdu en plus, hein. Mais là, en fait, quand même, hein. il avait fait un trade de fou. Et là, en fait, pour moi, il a tout ruiné. Son trade là, pour moi, c'est du. Moi, je pense. Vas-y. Sur League of Legends, on dirait que c'est du pur int. Moi, je pense qu'il a chopé la fièvre du trade. Mais ça, il a depuis un moment d'ailleurs. Il a fait beaucoup de trades depuis le début du jeu. Mm. Je pense ouais, il voit de la valeur là où il n'y en a pas forcément. Et je tiens à souligner les singes savants qui lâchent tranquille dans le Discord après le trade de Bill. Je sais pas comment il fait Pierrick pour brain de tout le monde. Mais le plus gros brainer de la fantasy, c'est les singes savants. Je sais pas comment il a fait, mais il a fait quoi. Non, mais attends, parce qu'on va encore parler de Vivien après, hein. On va peut-être pas tout lui mettre sur la gueule tout de suite, mais. Donc voilà, pour Vivien, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est pas bon. Les singes savants, Les singes savants, pour moi, il est vainqueur, grand vainqueur. Mais Il se attends, débarrasse de Zach Lavine qui fait pas une bonne saison. non mais attends, les singes savants qui se débarrassent d'un contrat de merde, d'un mec qui est tout le temps blessé. Ouais. Euh, pour un top joueur qui est plus jeune. Et la seule contrepartie, c'est un premier tour de draft de 2026 qui sera de toute manière un tour de draft de merde. Potentiellement entre 14 et 18. Donc je sais pas comment il fait. J'arrive pas à. Je suis sûr à 95% que c'est Vivien qui a l'initiative du trade. Je suis certain. Parce que moi, j'ai eu un message de Vivien. Vas-y, je dévoile les courside. J'étais à l'entraînement avec mon merveilleux club de def, avec les petits dinosaures, là, François. Et je reçois un message. Frérot, est-ce que ça t'intéresse de récupérer Zach Lavine? C'est-à-dire qu'il y avait déjà un trade entre les Mamba et les Beluga. Non, entre les sages. Non, donc c'est les Mamba qui s'y rajoutent après, j'ai des bêtises. Non, mais je suis certain que c'est l'initiative de Vivien. 100%. Et on va terminer après avec les Mamba, mais en vrai, parce qu'en plus, Donovan Mitchell, il se blesse moins, et il est plus jeune que Lavine. En fait, je ne vois même pas sur quel aspect. Bah après, ce qu'il y a, c'est que du coup, c'est un trade à 3, donc t'as pas ce truc 1 pour 1. Il récupère même pas Lavine. Mais en fait, les singes savants, ils sont juste gagnants en tout point. Et je pense, tu vois, moi j'ai une philosophie où je veux laisser chacun jouer au maximum. Et le jeu des négociations, c'est important aussi, d'une certaine manière. Il faut savoir faire des bonnes négociations, et si tu gagnes la négociation, tant mieux, tu vois. Mais je pense que dans d'autres lignes, où notamment les gens se connaissent peut-être moins, etc., je pense que ce trade, il a limite du veto. Ouais. Donc voilà. J'ai vu ça, moi j'ai complètement débloqué. Et on finit sur les Mamba. Les Mamba qui récupèrent. Non, les Mamba, pardon. On a dit que les Mamba ils récupèrent Zach Lavine et un tour de draft 2026. Alors, et les Mamba, eux, ils donnent Andrew Wiggins et Jacob Poeltl. Donc, au final, les Mamba, moi je trouve que
Bon, c'est correct hein, comme trade. Hein. Zach Lavine, il se blesse beaucoup, mais au final, ça reste quand même pas mal. Je trouve que les contrats sont un peu similaires entre Andrew Wiggins et Lavine. Et au final, les deux, voilà, il y en a un qui sous-perf un peu parce qu'il se blesse, il y en a un qui sous-perf parce qu'il a des gros problèmes dans sa vie et on sait pas dans quel état mental il est, etc. Jacob Poeltl, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus dans la timeline des Mamba, donc je comprends qu'il veuille s'en séparer. Il récupère un first pick. Je trouve que du côté des Mamba, j'ai l'impression que c'est plutôt even. Peut-être même, je trouve qu'il donne un peu beaucoup quand même. Après, c'est peut-être financièrement aussi que ça peut être intéressant pour Hmm. lui en lâchant Wiggins et Poeltl, en sachant que Lavine, s'il revient, si jamais il revient un jour en bonne santé, pareil, c'est un truc qui se trade. Après, quand même, sur les trois joueurs, celui avec le plus haut plafond, c'est Lavine. Oui. Bah, non, c'est Mitchell. Non, entre Wiggins, Poeltl et Lavine. Ah oui, Si tu te oui, oui, concentres ah sur oui, oui, lui. de loin. Oui, Donc de loin. il récupère le joueur avec le plafond le plus haut, il récupère un first pick, et il donne deux joueurs, donc un joueur qui est moyen mais constant, et un joueur qui est moyen mais en fait qui a des up and down, donc qui peut être bon et qui peut être aussi très mauvais. Donc voilà, je trouve que du point de vue des Mamba, je comprends aussi où il en a voulu en venir. Trade suivant. Donc un petit trade, les singes savants qui récupèrent Grant Williams et John Collins et qui se séparent de Toumani Camara et Alex Caruso. Je pense que ça a dû. C'est pas dû être facile de lâcher Caruso pour lui. C'est pour ça que Drew, il m'aime bien, parce que je lui rappelle Caruso un peu, tu vois. Et La détente. la détente, la calvasse précoce. Mais ouais, bah après, beau move hein, pour les showmen. Je pense qu'ils cherchaient à se débarrasser de Collins depuis un moment. Grant Williams, bah, c'était avant qu'il se fasse trade à Charlotte, donc il n'avait pas une grosse valeur. Il récupère un jeune prometteur avec Toonami Camara et Caruso, ça peut toujours faire le taf. En sachant que Caruso, il rentre vraiment bien dans la stratégie des showmen, c'est-à-dire beaucoup de défense, beaucoup d'interceptions, de contres, de rebonds. Un meneur qui t'apporte ça, quand tu as une équipe construite autour de ça, ça peut être intéressant. Donc pour moi, c'est win-win. Avec un Euh, peu plus quand même pour les singes quand même, en termes de valeur pure. Mais je vois la logique pour les showmen, je veux dire. ouais. Alors moi je pense que c'est vrai que les showmen, là il y a un petit peu d'émotion qui a joué. Je pense qu'il s'est séparé de deux joueurs qu'il aime pas forcément et en qui il voit pas non plus énormément d'avenir. Mm. Grant Williams et John Collins. Et il lâche du win now, donc pour moi c'est quand même deux joueurs qui aujourd'hui sont plus performants que Camara et Alex Caruso. Et il récupère quand même un jeune prometteur et Caruso qui est solide, qui est très solide. Hein. Ouais. Par contre, moi la question que je me pose pour les showmen c'est pourquoi il a pas fait ce trade. Après peut-être qu'il aurait pas voulu les singes savants, mais à la trade deadline, comment dire, à l'intersaison, parce que lui il joue toujours pour les playoffs. Donc c'est peut-être des joueurs qui lui auraient permis d'aller chercher le huitième spot pour les playoffs. Donc voilà, ce que je comprends, c'est que là, les showmen, il sent qu'il est un peu juste et il a envie de rajeunir son effectif et de récupérer des joueurs de valeur. Caruso, il a quand même une belle valeur. Je pense qu'il pourra le retrade contre quelque chose qui a de la valeur. Potentiellement plus jeune. Et après, Camara, c'est un rookie qui est prometteur, qui est pas mal défensivement notamment à Portland. Donc voilà, est-ce que c'est la première brique des showmen pour de la reconstruction? Moi, C'est la question. c'est ce que je comprends en fait à travers ce trade. Et si je dis pas de bêtises, alors c'était peut-être comment on appelle ça, du scam. Mais il me semble avoir vu Janis disponible dans le trade block des showmen. Ah bon? Il me semble hein, qu'il l'avait mis. Ouais, non, je crois pas. Hein. On sait qu'il aime pas trop, hein, mais Il aime pas Janis? il peut pas le voir en peinture. Mais non. Je te jure. Comment tu te retrouves avec Janis et tu le détestes? Bah, c'est une bonne question, mais Ah, mais t'as écoute, raison, il est sur la trade. Ah, mais c'est pour ça qu'il. Ah, je pense que c'est ça qu'il disait qu'il y avait une offre des Guns. Je sais que le joueur préféré des Guns de Vincent là, c'est Giannis. Je suis sûr qu'il y a un trade énorme qui aurait pu se passer là. il se passera peut-être cet été après. Ouais, ouais. Ok, trade Un suivant. petit Paolo Banchero contre
Alors, trade suivant. Alors, trade suivant. Les Mamba qui récupèrent Larry Nance, Zier Williams et Terrence Mann, et les Beluga qui récupèrent Kennard et Walker. Qu'est-ce que t'en penses? Bah pour moi, c'est win pour les Beluga plutôt. Parce que Nance, il a pas un gros temps de jeu. Zaire Williams, pas convaincu. Terrence Mann, c'est tout ou rien. Terrence Mann, il a un temps de jeu hyper irrégulier, mais en même temps, il y a du monde aussi sur les lignes arrière aux Clippers. Donc là, en fait, pour moi, la seule valeur sûre du trade, bah, c'est ce Kennard où tu sais qu'il va mettre ses 2-3 points par match. Et Jabari Walker, bah ouais, ok, bah c'est un jeune espoir, quoi, mais c'est pas non plus fou. Voilà. Pas un trade qui m'emballe spécialement. Voilà, moi c'est un peu pareil. Tu peux peut-être mettre le criquet, mais pour moi Ouais, c'est clairement un trade cricket. c'est un trade criquet. Euh, En fait, moi c'est un trade un peu whatever. Tu vois, je pense que je crois que tous les joueurs qui sont là, s'ils étaient dans mon équipe, ils seraient drop, tu vois. Ils seraient drop en free agency. Donc je pense que là ce que je comprends c'est que les Mamba, lui il reconstruit et il prend des joueurs qui ont un peu de potentiel, notamment Zier Williams. En fait il essaie de tenter le pari Williams, Zaire Williams, surtout il peut avoir un peu de temps de jeu là avec ce qui se passe à Memphis. Et puis Terrence Mann aussi, hein. Bon, moi j'y ai cru. Après qu'il ait explosé Gobert en playoff, je l'avais tenté le pari et j'étais un peu déçu. Mais bon, peut-être que bon, non. Après moi j'ai du mal à y croire qu'il sera plus qu'un role player, mais bon, moi c'est vrai que de deux côtés, même si c'est un peu whatever, je préfère les Mamba que les Beluga. Tu vois. Après les Beluga, ils ont Kennard comme tu dis, dans sa stratégie de win now, c'est peut-être pas mal. Voilà. En tout cas, on s'y attarde pas trop. Trade 15, les Lions de mer. On sent qu'il y a un peu plus de klaxons quand c'est les Lions de mer qui sont impliqués. Ah, toujours. Donc les Lions de mer et les Yezubi. Les Yezubi qui, voilà, il a pas fait énormément de trades, mais il a été un peu actif. Je sais qu'il a contacté pas mal de gens. Moi j'ai échangé un petit peu avec lui, on ne s'est pas mis d'accord. Mais les Yezubi qui font un trade, qui récupèrent Keldon Johnson et un tour de draft 2025, des bûcherons. Et toi, Clément, tu récupères un tour de draft de 2024, second tour, des Yezubi et Anunobi. Ouais. Bah, Keldon Johnson, clairement, il me casse les noix. Hein, on va parler. C'est comme DeAndre Ayton. Je suis content qu'il parte. C'est un jeune potentiel, tout ce qu'on veut. Mais quand je vois des matchs à 2 sur 7 au tir, 3 rebonds, bah, ça me casse les couilles. Voilà. Je crois pas trop en ce joueur. Je pense pas son avenir n'est pas aux Spurs en tout cas. Tant qu'il reste aux Spurs, il restera un joueur très irrégulier. Je pense que c'est ça qui m'a un peu déçu. Alors moi j'ai beaucoup regardé les Spurs cette année parce que je regarde beaucoup Wembanyama et je suis pas d'accord avec toi. Ouais, mais moi je parle en purement fantasy, tu vois. Non mais moi justement purement fantasy. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi en fait, son avenir est aux Spurs dans le sens où je pense qu'il sera jamais aussi haut que ce qu'il est actuellement aux Spurs parce qu'il a personne dans son équipe et du coup il a un peu d'usage. C'est terrible. Hein. Mais pour moi, Keldon Johnson dans 4 ans c'est un 8ème, 9ème joueur de rotation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, vraiment, je crois pas du tout en ce joueur. En fait, pour moi, il est à son plafond de fantasy aujourd'hui, Keldon Johnson. Et on peut dire que les 2 tours de draft s'annulent. Donc là, au final, la question c'est Keldon Johnson ou Anunobi. Mais en fait, j'arrive même là, tu vois, encore une fois, pour moi, ce trade, il est borderline veto. Ah ouais. Franchement, pour moi, Keldon Johnson, c'est voilà, on va dire que c'est un 5 sur 10. Et Anunobi, c'est potentiel 8-9 et en ce moment, c'est un 7 sur 10, quoi. Parce qu'il est blessé. Mais il est blessé jusque quand? Il est pas blessé jusqu'à la fin de la saison. Et 4 semaines, je crois qu'il revient pour les playoffs ou un truc comme ça. J'ai l'impression que les Yezubi, ils donnent beaucoup juste pour peut-être accrocher les playoffs, alors qu'il est déjà en mauvaise position. Bah, je pense que c'était ça son move, hein. C'était de récupérer un joueur valide et qui peut apporter... Ouais, mais en fait, là, il donne trop. Il donne beaucoup trop. Et là, en fait, à vouloir récupérer les playoffs cette année, il est en train de se niquer pour l'an prochain. Ouais.
Je pense qu'en fait, il était tellement déçu de l'an passé de ne pas avoir été champion qu'il s'est dit, vas-y, c'est mon année. Et derrière, Surtout à New York, où Thibodeau il le kiffe. Thibodeau, il adore les joueurs comme ça. Et du coup, je vais pas en rajouter une couche, mais bah, je récupère encore un chouchou, quoi. Moi, entre Herbert Jones et Anunoby, niveau interception, je vais être bien l'an prochain. Et c'est des deux joueurs que je kiffe, mais vraiment de fou, quoi. Mm. C'est... Ça fait trop plaisir de récupérer des joueurs comme ça. Mm. Voilà. Donc voilà, moi j'arrive pas trop à comprendre Vincent sur Vince sur ce trade personnellement. Mais bien vu KLM. Toi aussi, on va le voir, mais t'as un certain pouvoir de brain quand même sur les trades, j'ai l'impression, et que tu fais des belles affaires. Et je pense que t'es vraiment sur une bonne voie de reconstruction. T'as pas non plus parti full all-in comme les pirates et les grenouilles. Mais déjà en début de saison, c'était pas mal ce qui se passait dans ton effectif. Là, t'ajoutes pièce après pièce. Je pense que tu vois, l'an prochain, je te vois faire une bien meilleure saison que ce que t'as fait cette année, quoi. Moi, j'ai déjà mon objectif pour l'an prochain. Après, c'est selon la draft aussi, hein, selon ce qui se passe à la draft. Mhm. Et l'an prochain, moi, je veux être en lice pour jouer la 8ème place, quoi. Pour gratter, Ouais, pas. ouais, c'est là que je te vois aussi, quoi. Trade 16. Donc là, Alors celui-là, je regrette. Celui-là, je regrette parce que je l'avais chez moi, J.J. Jackson. et on est sur le samedi, hein, donc c'était un jour et demi avant la trade deadline. Bah, pour moi, tu fais une belle opération, mon petit Pierrot, là-dessus. Hein. Tu récupères un joueur qui a du temps de jeu, qui a de la lumière, qui est prometteur en plus. Et tu lâches pas grand-chose, donc c'est bien. Bah, je suis d'accord. Moi, je trouve que je lâche vraiment quasiment rien. Et je récupère un joueur qui peut m'aider pour la fin de la saison. Déjà pour du win now. En plus de ça, j'étais un peu ric-rac en termes de cap. Et il coûte rien. Et en plus, c'est le joueur le plus jeune de la NBA. Ah ouais. Qui a été drafté 57ème, je crois. Donc c'est vraiment un fin de second tour. Mais il joue bien. Il avait beaucoup baissé dans les mock drafts et la draft pour des problèmes de comportement, notamment. Et aussi le fait qu'il avait été hors de forme juste avant la draft, etc. Donc ça a beaucoup fait baisser sa valeur. Mais là, en ce moment, c'est pas mal et je trouve que j'ai fait une petite affaire. Donc après, encore une fois, là, il stat beaucoup plus que ce qu'il fera l'an prochain parce que tous les joueurs sont blessés à Memphis. Mais bon, rien que le fait qu'il puisse m'aider sur la fin de la saison, c'est appréciable. Et puis, c'est un jeune joueur qui perd bien, donc on peut considérer que c'est comme un rookie que tu as en début d'année qui perd bien. Donc c'est du futur. C'est vrai que moi, dans mon équipe, j'aime bien avoir un mix entre joueurs d'expérience et jeunes. Et là, c'est un petit jeune qui est prometteur. Carrément. Très beau, très beau. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai regardé un peu des interviews de lui, il est vraiment marrant en fait. Tu sens que c'est un joueur qui est pas très mature. Tu sens que c'est vraiment un petit gamin dans sa tête, donc je pense que je vais avoir des problèmes avec lui. Mais bon, j'ai plus Miles Bridges, donc ça compense. Trade 17. Voilà, en fait, c'est pas ouf, mais c'est tout simplement, c'est parce que moi j'avais 3 second tours en 2024, lui il en avait 3 en 2025, 3 pics, donc au final on échange chacun, on se retrouve avec 2 chacun, donc là au final sur chaque draft on aura 2 joueurs à pic, donc voilà, ça sert un peu à rien, mais au final c'est pas si mal non plus, quoi. Trade 18 sur 20, donc encore 3 trades. Donc là encore un gros trade, hein. On est sur le dimanche, il y a eu 3 trades, je crois qu'il y a eu 3 trades le dimanche. Les éléphants qui récupèrent 2 secondes tours de draft, c'est Rui Hachimura et les lions de mer qui doivent drop Bol et qui récupèrent un premier tour de draft en 2025 et Patrick Williams et Chris Boucher. Alors du coup, là l'explication, pareil, je pense que Rémi, il a vu que ça se renforçait autour de lui, il a démarché pas mal de gars de la fantasy pour un petit trade.
No- Il s'est pris no- une notamment les bouille loups. par trafic, tout Ah à là, fait. les loups, ils l'ont un peu mis à l'envers. Et en fait, il bouillonnait. Il avait envie de faire quelque chose. Je pense que c'est ça. Ouais. Clairement, tu vois, je pense que c'est un trade de frustration. Mhm. Merci, Chaf, du coup. Puis je pense que Rémi peut te dire merci aussi parce qu'il récupère un petit Ryu Hashimura qui a l'air bien en forme. Et du coup, moi je récupère Patrick Williams, bah, c'est l'éternel espoir. Hein. On ne sait pas trop s'il perd sur un jour. C'est peut-être sa dernière saison l'an prochain s'il veut prouver qu'il a sa place dans la ligue. Chris Boucher, bah. Non, vas-y, petit test. Pierrick, il a quel âge Chris Boucher? Ouais, il a 30 ans, je crois, non? Ok, t'es pas mal. Bah, moi, Chris Boucher, j'ai l'impression qu'il a 23 ans depuis 5 ans. Donc, ouais, c'est un peu ça. Il a 31 ans. Pour moi, c'est un espoir, mais en fait, c'est genre, il a juste jamais percé. Voilà. Je le voyais plus jeune. Mais donc, je récupère ça. Après, ça se trade, ça se coupe. J'accorde pas une grande valeur à Chris Boucher. C'est plus le pic qui m'intéresse et Patrick Williams derrière qui était initialement chez moi. Voilà. Ok. Bah, moi, en fait, Patrick Williams, je l'avais pris aussi parce que j'y croyais. En fait, c'est un peu la gestuelle Kawhi qui a joué. Je pense que ça a un peu aussi Ouais. donné des faux espoirs parce qu'il ressemble un peu à Kawhi dans la gestuelle. Et moi, c'est vrai que j'y ai cru et je pense que Patrick Williams, il est pas mauvais, mais il a un blocage mental. En fait, il prend pas assez de responsabilités, etc. Et j'y ai cru et maintenant j'y crois plus trop. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, là, tu récupères deux joueurs, voilà, que je trouve qu'ils sont borderline free agency, quoi. Et tu Ouais. récupères un first pick en 2025. Donc au final, tu récupères un pick. Pour moi, au final, tu récupères un pick, tu récupères. Alors, tu perds deux second tours, mais si t'en as tellement, c'est quasiment rien. Ouais. Bol, tu le perds, mais bon, c'est pareil, c'est Bol. Quand il joue, c'est pas si mal, mais en même temps, il joue jamais. Et tu perds Rui Hashimura. Donc pour moi, la question c'est est-ce que Rui Hashimura vaut un first pick 2025? Bah On fera moi, quelques années. mon avis, c'est que dans la situation des éléphants, c'est un super trade. En vrai, il donne un first pick. Je crois qu'il en a encore pas mal, hein, si je dis pas de bêtises. Il renforce son effectif. Là, il vient de me coller son carrière high dans la gueule, 35 points. C'est un joueur qui peut vraiment être impactant lors des playoffs. En plus de ça, il joue aux Lakers. Les Lakers, c'est une grosse franchise qui joue parfois les matchs où il n'y a pas beaucoup de matchs. Donc ça peut. Donc c'est pas mal d'avoir des joueurs comme ça. Et je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée pour un pick. Et toi, tu récupères un pick. Les éléphants en 2025, je pense qu'ils sont. Il a plus de pics en 2024 et il a 2 deuxièmes tours en 2025. Voilà. Moi, je pense qu'en 2025, les éléphants ils seront toujours assez hauts. Donc ça sera sûrement un joueur dans du range voilà, 10 à 16, on va dire. Je ne le vois pas non plus gagner les éléphants. Désolé Rémi. mais, mais voilà. Je pense que c'est un trade gagnant-gagnant. Personnellement, et je dirais gagnant plus pour les éléphants quand même. Vraiment, moi j'aime beaucoup cet ajout d'Hashimura. Et je trouve qu'il donne pas tant que ça. Il récupère 2 tours de draft au final qui va lui permettre de lui faire ses pics de draft un peu plus tard dans la draft. Mais toi, tu récupères peut-être potentiellement là, un truc. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de chance, mais il y a quand même une petite chance que ce soit un haut pic. Et encore, même dans les pics qui sont pas très hauts, dans ce range-là, tu peux récupérer du Keontae George par exemple. Comme cette année, qui est vraiment pas mal, du Jamie Jacques, etc. Donc, non, c'est gagnant-gagnant pour moi. Beau trade. Trade 19. Alors, Terry Rosier qui part des Belugas chez les Lions de Mer et les Belugas qui récupèrent un premier tour de draft des Loups en 2025 que tu avais récupéré un peu plus tôt, un second tour et Chris Paul. Il y a des journées qui se passent bien comme ça. Alors, je me dédouane de tout brain, hein, comme on m'accuse. Mais Parce que là, pour le coup, preuve à l'appui, c'est mon petit beluga, mon petit Vivien qui est venu me dire oh, bah, je tenterais bien à Paris, ça te dit Terry Rozier contre Chris Paul. Juste après que Terry Rozier soit sorti sur civière après ce qu'on pensait être une très très grosse blessure. Bon, c'est quand même une belle blessure, mais c'est pas les croisés, quoi.
Donc voilà. En fait, pour moi, ce trade-là, C'est criminel. non, je comprends les Beluga, tu vois. Je comprends plus que le trade de Novan, tu vois, typiquement. Je comprends la logique. Pour lui, il y a un risque. En plus, c'est vrai que c'est pas de chance. Il se blesse à 10h du soir, le soir de la trade deadline. On sait pas du tout ce qui va en être. Il y a une incertitude et lui, il est en mode je veux jouer le titre cette année. Et en fait, là, il prend Chris Paul et un first pick quand même. Donc ça, c'est quand même un first pick. Contre Terry Rozier. Terry Rozier, c'est quand même un bon joueur de fantasy. Il peut planter à 3 points, il peut vraiment être fort. Il est un peu cher. Il est sur une pente descendante quand même, il est à 31 ans je crois. Mais c'est un joueur qui va apporter. Notamment si pour toi là qu'on sent que l'an prochain tu veux commencer à jouer un peu plus. Donc je comprends ce que tu fais. Et lui par contre il récupère Chris Paul. En fait il est dans une situation où il prend des risques. Et pour moi il y a 15% de chance où ces risques payent. Et 85% que ça paye pas. Pour moi en fait c'est très risqué ce qu'il fait. Mais en même temps il a pas trop le choix. Oh, l'invité surprise. Ah non, il est en train de niquer Casse-toi. il est en train de niquer Casse-toi. mon setup là. Attends. En plus, il parle pas. Il est vraiment mal aimable. Hein. Oh putain, c'est vraiment pas merde. Fallait répondre à l'invitation. Donc voilà, moi je comprends, tu vois, je comprends un peu ce qu'il fait Vivien. Il se dit si Chris Paul y revient, ça reste un joueur qui peut être impactant, hein, mine de rien. Il met ses passes, il peut jouer, tu vois, genre. Les passes, il n'y a pas grand chose quoi. Donc voilà, il récupère quand même. C'est pas seulement Chris Paul contre Rozier, il récupère un first pick aussi. Hein. Je trouve que ça va encore, mais c'est encore un gros risque des Beluga et en fait tu sens que c'est un joueur de poker quoi. Lui et son fillot, ils sont vraiment, tu sais, ils mettent all-in quoi. Ils mettent tous les deux all-in. Ouais. Mais au moins ils jouent. Au moins ils jouent et ça pour le coup on peut pas leur. Ouais, ils jouent, ils tentent des paris et peut-être qu'on se retrouvera dans 2 mois à dire oh, mais Vivien t'as tenté un pari qui s'est révélé payant. Putain moi je l'aurais pas tenté mais au final tu bien joué. T'as failli gagner les quarts de finale contre Pierrick quoi. Ouais. Failli. Bon allez dernier trade. Dernier trade à 11h36. On l'a pas vu venir celui-là. 11h36, dernier trade. Les éléphants qui récupèrent Kristaps Porzingis et les plagistes qui récupèrent Kuzma. Et deux first pick quand même. Hein. 2 first pick des éléphants. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, au départ, Rémi m'a un peu consulté pour ce trade. Et moi les plagistes m'ont consulté. Ah bah c'est marrant. Et il me semble qu'il y avait du Gafford dans l'histoire. Je crois que le trade de base c'était Porzingis contre Kuzma et Gafford ou ouais si je crois que Bah non c'était parce ça. que Gafford il est chez Non, Rémi. Il est chez les éléphants Gafford. ouais, c'est ça. Donc Porzingis contre Kuzma et Gafford. Bah Il non. me semble. Si. Kuzma était chez Rémi. Gafford est chez Rémi. Ah oui pardon. Kuzma Oui et t'as raison. Gafford, T'as raison. Porzingis. Hmm. Et je lui ai dit à Rémi, franchement, moi je serais toi, je lâcherais pas Gafford parce que Gafford il met des contres de ouf. Hein. Il fait des matchs à 5 ou 6 contres. Il est jeune, il prend pas si cher que ça. Si tu veux vraiment Porzingis, pour moi, lâche Kuzma et lâche des pics dans l'histoire. Ok. Voilà. C'est ça mon. Et ben mon moi conseil. les plagistes ils sont venus vers moi, Krobs, et il m'a demandé un peu ce qu'il pensait Kristaps un peu contre Kuzma, etc. Et moi je dis, alors moi pour le coup j'ai pas donné mon avis, je lui ai juste fait mon analyse. Mon analyse c'est Kristaps c'est un mec qui est quand même souvent blessé. Après depuis 2 ans, 1 an et demi, ça va, il est pas trop blessé. Mais c'est un joueur qui a un passé de blessure. Mais c'est un peu une licorne. Alors, en termes de valeur, Oui, c'est Wemby avant Wemby un peu. Hein. voilà, il peut être très fort. Et Kuzma, pour moi, c'est un joueur qui peut-être surperf aujourd'hui dans une équipe où il n'y a personne et qui a une incertitude liée à son avenir.
Et après, moi, je lui ai donné 2 liens que j'utilise de temps en temps quand je vais évaluer des joueurs. C'est hashtag basketball et FBI qui font des classements dynastie des joueurs. Donc je lui ai dit ça et je lui ai pas dit vraiment que Porzingis était meilleur que... Non, je lui ai pas dit que Porzingis était meilleur que Kuzma, je lui ai dit tiens, va regarder sur ces liens là ce que certains sites pensent de ces joueurs là en termes de fantasy. Donc Kristaps qui était aux alentours de 40 et Kuzma qui est aussi entre 90 et 120, je crois. Et moi je lui ai dit par contre Kuzma, je trouve fort. Franchement, cette année, j'ai aussi regardé un peu les Wizards parce qu'il y a Bilal Koulibaly. Et Kuzma, il y a des moments où je le trouvais vraiment fort. Donc, donc là, Kuzma plus 2 first pick contre Kristaps. Moi, je trouve que c'est un trade équivalent. Pour moi, c'est ouais, ça se vaut. Je trouve que ça se vaut. C'est un beau trade où il y a des paris. Je pense que personnellement, je préférais peut-être être quand même du côté de Kristaps. Parce que vraiment, il a un potentiel. Mais ça peut vraiment flop s'il y a blessure. Et là, en fait, il s'est blessé. Et il récupère Kuzma qui, au final, vraiment pas mal. 2 first pick. Donc, en fait, je pense que le plafond est plus haut pour Rémi. Mais il récupère voilà, les plagistes, un truc sympa. avec Kuzma et Kristaps qui ont à peu près la même valeur, d'ailleurs, cette année, je trouve. En termes de prod pur, il s'est pas fait trade, donc il peut vraiment être pas mal. Voilà, je pense que l'avenir nous dira, tu vois, sur ce trade. Ouais, clairement. Ce sera le résultat de la fantasy, enfin, ouais, des playoffs qui nous diront ce qu'il en est vraiment. Exactement. Est-ce qu'on fait un petit point sur le classement avant de. Bah, de carrément. finir Là, ça fait 1h20. Donc, on est un petit peu en avance sur nos prévisions d'1h30. Alors, je vais aller sur Fantrax. C'est grâce au trade des 2 tours de draft. Ouais, mais après, t'as Vivien qui nous a fait parler un petit peu plus sur certains trades. Alors, donc le classement standing. Alors, un point sur le classement. Ce que je te propose, c'est que tu fasses un petit peu un prono sur qui tu penses qui va se qualifier. Bah déjà, c'est très serré. Je pensais pas que c'était si serré que ça pour la 8ème. Ouais. Tu vois que. Vas-y, les Brassam, on va dire qu'il est encore en lice. Ah, il reste que 2 match-up. Hein. Bah, on sait jamais. Hein. On sait jamais, ouais. Juste, il te prend un 8-1 et des Brassam, il en met un, ça change un peu la donne, tu vois. Après, j'avoue que j'ai pas regardé le calendrier encore, mais. Et tu vois qu'il y a aussi les histoires des égalités qui vont jouer. Hein. C'est serré comme je sais pas quoi. En vrai, pour moi, les showmen, il a la bonne dynamique. Je vais regarder le calendrier. On va pas faire. Il reste qu'une semaine, c'est ça? 2 semaines. C'est celle qui est en cours et la prochaine. Là, c'est déjà terminé pour cette semaine. Avec il y a encore ce soir, mais après, il y a le All-Star. Avant de regarder dans le calendrier, si tu parles juste force en présence, tu penses à qui? Force en présence, pour moi, les showmen passent devant. Pour moi, c'est les showmen qui va en playoff. Ou les 300, si ça revient bien. Mais moi, les 300, je pense que c'est les 300, c'est comme ça. Et pour moi, ils peuvent vraiment être embêtants en fait. Ouais. Pour moi, j'aimerais bien qu'il les fasse. Parce qu'il a fait une draft très risquée, très win now, et ce serait bien qu'il soit récompensé quand même. Avec Durant et AD. Ouais. Alors, je fais un calcul vite fait. Hein, mais, et d'ailleurs, j'ai vu sur la Free Agency, il a fait des bons petits moves. Les 300 mènent 7-2. Donc les 300, il est déjà à 74 Alors, points. il joue contre qui? Ouais, mais après, bon, là, ça veut rien dire, c'est vraiment le début de semaine. Hein. Mais déjà, il joue contre qui? Non, elle est finie cette semaine, là, Pierrot. Non, il reste que ce soir, et après, c'est le All-Star Weekend. Non, ça dure 2 semaines. Elle dure 2 semaines cette semaine? Oui, c'est vu qu'elle. Je vais pouvoir botter le cul du lien, ça fait plaisir, merci. Non, là, elle dure 2 semaines, ce match-up. Ok, bon. Bon, on va quand même partir de ça, vas-y. À l'instant T, là où nous parlons. Non, mais déjà, voyons voir contre qui il joue. Là, il est contre les Gones. Il mène 7-2 contre les Gones. Les Brassam contre les Showmen. Contre les Showmen, 5-4. Donc les Brassam, ouais, mais... 5-8, les Showmen, 72. Et les plagistes contre les bûcherons. Et les plagistes mènent 5-4. Donc pour l'instant, on est sur les plagistes qui tiennent encore leur place, mais
Non, même pas, 74. Les 300, ils sont virtuellement en playoff pour l'instant. Ouais, ils ont que 0,5 de retard. Hein. Ouais, donc pour l'instant, c'est les 300. La semaine suivante, nous avons comme opposition les Showmen contre les Dinos. Un petit duel Ah, dur fratricide. pour les 300 qui jouent les singes savants. Oh. Les Gon... Non, les Gon, il n'est pas concerné. Les Plagistes contre les Brassam. Est-ce que ça n'a pas une tête de play-in, ça, cette histoire? Et les Renards contre les Bûcherons, pareil. Hein. Les Renards... non, bah non, les Bûcherons sont un cran au-dessus, pardon. Et les showmen Ah, les contre les Starch avant dinos. les 300. Oh là là, Et les les showmen Shérifs contre les Zébis. dinos. Aïe aïe aïe. Et des Shérifs Zébis. Est-ce que le frère, il aura pas envie de jouer les troubles faites à son frère là? C'est sûr. C'est sûr, il va faire son équipe cette semaine-là, hein, t'inquiète pas. Papa. Ah, c'est dur, hein. Ah ouais, mais je pense que malheureusement, le match-up contre les singes savants pour les 300, ça peut être très compliqué quoi. Donc, ouais, potentiellement, ce serait les plagistes qui se qualifieraient, mais ça dépend des Brassam. Après, là, c'est pareil. Est-ce que les Brassam, ils feraient pas, ils dégageraient pas le chemin pour son frère? C'est une histoire de. De toute façon, il y a toujours eu des histoires de fratrie Ah à la non, fin de non, cette non, saison. y a pas, je pense pas qu'il y a du tanking pour que l'autre gagne, tu vois. Non, pas du tanking, mais dans le sens où il. Non, non, justement. Dans le bon sens. Dans le sens où il va porter l'honneur de la famille, tu vois. Ah d'accord. Ouais, ouais, bah, mais après, ouais, les plagistes contre les brassams, je pense que ça va être assez serré. Moi, je pense que ça va jouer entre les 300 et les showmen. Ouais. Parce que les Pas les plagistes? Tu mets pas les plagistes dans l'histoire? ça peut se jouer, bah, c'est tellement serré, c'est compliqué. Hein. Mais déjà, moi, je trouve que l'équipe la plus forte entre tous les quatre, c'est les showmen. C'est les 300, pardon. C'est les 300, ouais, je suis C'est d'accord les avec toi. 300 et après, c'est les showmen. Après, le match-up contre les singes savants, ça fait peur, mais en même temps, il est en train de mettre une branlée aux guns. Donc ça peut compenser. Ouais. Ça va être intéressant à suivre en tout cas. Franchement, Et si jamais tu ça va être une match de long. si jamais tu fais une petite tier list, on va s'amuser à faire ça. Un petit classement des forces en présence, tu vois, sans forcément qui est-ce qui va gagner. On va Pour dire. moi, il y a un top. En fait, le top 3, il est cohérent. Singe, shérif, éléphant. Attends, on va le faire. Attends, Vas-y. attends. Ah ouais, t'es. Ouais. Alors attends, je vais prendre. euh, Alors, toi, si tu devais classer, on va dire, allez, un top 10. Top 10. Bah, en 1, déjà, je mets les singes. Je mets les singes avant 1. Ouais. En 2, je vais mettre les shérifs. Euh, Ouais, en 2, les shérifs. En 3, je mettrai les éléphants. Attends, j'ai fait de la merde. En fait, je reprends le classement, je suis con. Bah, en fait, c'est mon power ranking en fait sur lequel j'ai passé, donc je pense que ça peut aider aussi un petit peu. Ouais, ouais. Mais ouais, en 3, les éléphants. Alors, en 3, les éléphants. Ouais. En 4, les loups. En 5, les belugas. Attends. Ah putain. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Donc en 5, les belugas. En 6, les bûcherons. En 7, les renards. En train de regarder par rapport au power ranking, justement. Et en 8, les plagistes. Ouais. 8 plagistes. 10, tu m'as dit. Alors, ouais.
Bah, Showman 300. Showman et 300. Allez, on va classer aussi du coup ceux qui sont toujours dans la course pour les playoffs. Entre les Yezubi et après les Brassams, tu mettrais qui? 11 et 12. D'abord Yezebi. Oh, quoique. Euh, Brassam et Yezebi. Ok. Et donc moi, personnellement, je mettrais les singes savants en 1. Je mettrais les loups en 2. Je mettrais les shérifs en 3. Je mettrais les... Je mettrais les éléphants en 4. Je mettrais aussi, après en 5, qui est-ce que je mettrais? Moi j'attends de voir les Beluga, mais comme je te dis, j'ai l'impression que tu peux pas t'en sortir indemne d'un trade criminel comme ça là. J'ai l'impression que dans voilà, il a niqué sa team en fait. Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, mais Je mettrais moi les j'ai l'impression que c'est un moment qu'il est dans cette phase, hein. Il est un peu dans une phase d'autodestruction, tu vois. Je sais pas. Si c'est un appel à l'aide, faut le dire, Vivien. Franchement, moi je vais être dur avec les Beluga, mais je le mettrais en 8. Moi je mets les. Alors c'est vraiment les forces en présence, hein. Donc ça va pas forcément être le classement. Les Yezubi. Alors après entre eux. Alors j'ai mis les 300. Après je dirais les Shomen. Les Shomen en 9. Et après. Je mettrai 10, 11 et 12. Donc si on devait faire une petite moyenne. Option avancée des tri. Pas de colonne F. Et de A à Z. Voilà. Donc ça c'est un petit peu notre avis sur le power ranking on va dire. Donc peut-être les singes savants ont quand même gros favoris. Après il y a un deuxième tiers entre les shérifs, les loups et les éléphants. Ouais. Avec peut-être les shérifs en deuxième, les loups en troisième, les éléphants en quatrième. Après un troisième tiers entre les bûcherons, les belugas, les renards. Et après un quatrième tiers entre les 300, les showmen et les plagistes. Ouais. Bon, ça me paraît bien, hein. Moi je trouve Bah que ouais, c'est cohérent. ouais. C'est cohérent. Donc bon, désolé les singes savants, on sait que c'est jamais le favori qui gagne. Et je suis pas. Ça se trouve, il va tanker exprès pour pas finir premier, tu vois. Il est superstitieux comme pas deux. Ouais, bah après, franchement, il y a quand même, comme on le voit, il y a quand même je trouve que le huitième, c'est un peu en dessous quand même par rapport au renard, quoi. Donc, Et après, t'es jamais à l'abri d'une blessure, hein. Ça peut être ça aussi. On sait comment ça se ouais, joue, mais hein. quoi qu'il arrive, les renards, c'est Shai, c'est le meilleur joueur de la fantasy cette année. C'est Anthony Edwards. En fait, c'est plein de joueurs qui sont. Il y a, Frank Wagner. ouais, il y a Brandon Ingram aussi, je crois. Ah, ouais. À moins qu'il les trade, je sais pas, j'ai cru le voir passer. Hmm, je sais plus. Mais bon, ouais. Je pense que ce serait risqué de tanker pour jouer contre les renards. Et après, je crois que même. Parce que là, il est en train de faire quoi là?
Voilà, il est en train de mettre 8-1 aux pirates. C'est ça en fait. Ouais, Tu vois, je pense que contre les pirates, même si tu veux tanker, tu peux pas. tu sais contre qui il a joué la semaine dernière en plus. Non, dis-moi, contre toi? Bah regarde. Ouais. Ouais, il a un bon calendrier. Hein. Ouais, bah après, c'est parce qu'il a un calendrier plus dur au début. Hein. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec ce nouveau format des playoffs à 2 semaines. C'est qu'en plus ça, on se rencontre tous une seule fois en saison régulière, donc je trouve ça pas mal. C'est un peu plus juste. Ouais. Oui, effectivement. Plus d'équité. Et après, la dernière semaine, il joue contre les 300. Ah ouais, putain. Ah, je suis en train de perdre moi contre pour le moment, contre les éléphants. Donc c'est pas... Ouais. Je pense pas que j'aurai la première place, personnellement. Moi, je perds contre les belugas, mais on va voir le score. On va voir le détail. Je me prends 7 à 2 hein, pour l'instant. Alors, En dessous. Au-dessus. Milieu. Si tu fais summary en haut. Summary. Ah, il n'est pas summary. C'est pas le détail du score. bah, en fait, c'est ça, je crois. Bah, c'est chelou. Ouais, je trouve mal foutu, moi, le... Ah, il y a là. Ah, c'est serré. Tu te prends C'est grave, 7-2. c'est vrai. Et du coup, dans les seedings, là, pour les playoffs, est-ce qu'il y a des écarts qui sont déjà faits? Ah, les éléphants, s'ils gagnent contre moi, ils me rattrapent. Ils me passent même devant, là, s'ils gagnent 6-3. Donc ça va être serré pour la dernière semaine. Ah, il peut y avoir des changements aussi. Les Beluga qui est en train de taper 7-2, là, il peut bien remonter. Ah, ça va être serré pour la deuxième place, par contre. Hein. Ouais. L'an passé, il a fini combien, Barbous, on se rappelle? 7ème, je crois. 7ème. Hein. Ouais. Bon. Je pense qu'on peut arrêter là. Ouais, on peut rester là-dessus. Ouais, bah c'était super sympa. Merci en tout cas, Clément. J'espère que... N'hésitez pas à réagir, les gars, dans le Discord. En vrai, ça va... souvent quand on fait des vidéos, il n'y a pas forcément de réaction, etc. Ça motive pas pour en refaire. Hein. Donc, n'hésitez pas, voilà, si jamais vous avez de quoi rebondir sur des choses, vous n'êtes pas forcément d'accord. L'idée du podcast, c'est voilà, que ça soit sympa pour vous d'écouter, mais même aussi que ça recrée un peu de discussion dans le Discord. Donc vraiment, n'hésitez pas à rebondir. Et si jamais vous avez trop rien à dire, au moins laissez un petit un petit pouce bleu, comme on dit, un pouce bleu. Comme ça, bah, au moins on voit que ça vous fait plaisir, quoi. Parce qu'au final, s'il y a personne qui l'écoute ce podcast, c'est un bon moment qu'on passe ensemble, mais peut-être que ça sert à rien d'en faire, quoi. Bon, bisous KLM. Bisous, Passez Pierrot, une bonne soirée. et puis, à bientôt. Bonne chance pour les playoffs, hein, puis bisous. Ouais, bah merci. Je pense, c'est vrai que si je peux parler un peu de moi, je sens que j'ai quand même un train de retard là. Sur les singes savants et sur les loups notamment. Je vois que j'ai des joueurs en ce moment, je sais pas si sur le Reddit Fantasy Basketball, ils font en fait tous les jours un classement des top performers et des pires performers. Et là, cette nuit, j'en avais 4 dans les pires, quoi. Mais j'ai l'impression que Sengun, il perd sa vitesse. Bilal, il est horrible. Keegan Murray, il est horrible. Je sens que... C'est le problème d'avoir beaucoup de jeunes, hein. C'est ça le... Et j'ai l'impression que je suis vraiment en perte de vitesse, quoi. Et je perds mon match-up contre les singes savants, je perds mon match-up contre qui j'ai perdu, contre les loups, contre les belugas, c'est vraiment ric-rac. Là contre les éléphants, je suis en train de perdre. C'est vrai que moi je sens quand même que je suis en grosse perte de vitesse, quoi. Donc on verra hein, ce que ça va donner. Peut-être. Ah ouais. Peut-être que ça me fait un peu chier parce que toute l'année saison, je me suis dit ah putain, je me sens bien. Mon trade de Bill.
m'a fait devenir confiant, mais voilà, notamment les singes savants et les loups, je les trouve tellement forts. Et puis ça s'est renforcé aussi. Ah ouais, mais c'est un délire. Donc on va voir ce que ça va donner, les playoffs. Et c'est vrai que les singes savants, comment, avec Donovan Mitchell en plus qu'on n'a même pas encore trop vu. Là, la première semaine où on peut voir, il dépasse les 7 de moyenne dans le power ranking, 7,2 je crois. C'est fou quoi. Je vois pas qui pourrait le choper. Après, sur une semaine, ouais, sur un match-up, tout est possible. Hein. Il y a toujours une petite part d'aléatoire. Mais je pense que rien que pour les shérifs, donc moi et les éléphants, même pour nous, ça va être dur. Alors peut-être que ceux qui sont les tiers un peu en dessous, ça reste vraiment compliqué. Quoi. Ça va venir nous le dira. Et puis les éléphants, et puis pardon, les loups avec Sabonis qui est vraiment monstrueux. Mais vraiment monstrueux. Ouais, il est chaud. C'est vrai que moi, ces deux-là, ils me font un peu peur. Et c'est vrai que si je peux essayer de les éviter au max, ça m'arrangerait bien. Quoi. Si jamais les loups, ils arrivent quatrième et les singes savants premiers, ça me va bien, tu vois. On verra bien. Bon, allez, bisous Clément. Bisous, À la la prochaine. prochaine. Ciao, ciao. Bravo à toi.